Allô, je suis Ergo et le podcast des étudiants en ergothérapie à l'Université de Montréal. Nous allons discuter avec des cliniciens, des chercheurs, des étudiants et des patients pour découvrir comment l'ergothérapie peut faire une différence dans la vie des gens. Merci. Nous sommes de retour au podcast Jason Ergo. Avec nos invités, Julie Masse, Virginie Lubineau et Nathalie Brisebois, nous continuerons de parler de l'ergothérapie à l'international, notamment des défis rencontrés dans leur pratique ou leur enseignement. Puis là, on a beaucoup parlé du défi ou pas défi de la langue, mais est-ce que vous avez vu aussi ou vécu d'autres défis, peut-être qu'on n'a pas encore mentionné, soit dans les missions humanitaires ou même dans le travail ou l'enseignement à l'international? Je pense qu'il y a quelque chose que moi j'ai vécu quand je suis venue, quand j'ai été au Congo, c'était la perception que les personnes avaient de moi en tant que personne blanche qui venait du Canada. Et donc que finalement presque on me voit comme on pouvait me voir comme une certaine richesse, avec un savoir, avec un pouvoir. Et donc ça a été quelque chose, tu vois, dans la connaissance de soi et connaissance de qu'est-ce qui peut arriver quand on arrive quelque part, notamment dans ce que j'ai vécu au Congo, donc comment les gens te perçoivent. Et puis là, il y a tout un... j'allais dire un travail, puis c'est pas un travail, mais il y a quelque chose à faire sur comment déjà en prendre conscience, de ne pas prendre la place, pas forcément prendre la place que les gens nous donnent, mais de graduellement, en fait, voir comment on peut... Je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas toute la richesse, je n'ai pas tous les savoirs, mais c'est ensemble qu'on peut faire les choses. Donc, c'est accompagner les personnes à cette compréhension-là, graduellement. Julie, elle en parle un peu dans son cours, hein, justement pour garder ce lien-là, de ne pas tout de suite se reculer et dire que non, je n'ai pas toute la richesse, etc., mais de graduellement, finalement, donner la place plus à l'autre et nous se retirer, ou en tout cas avoir une position plus égale avec les autres. Ça a été un défi qui parfois a été très positif, c'est-à-dire que je travaillais avec d'autres personnes qui voulaient rentrer en contact avec le ministère de la Santé au Congo, à Lubumbashi. Et puis, ils m'ont demandé si je pouvais les accompagner parce que la personne que je représentais, richesse, pouvoir, savoir, allait faciliter leur entrée au ministère. Et donc là, je l'ai fait avec conscience que c'était pas vraiment de mérite de ma part de faciliter l'accès, mais je l'ai utilisé, on l'a fait. Donc ça, c'est des choses que l'on peut tourner de manière positive, en ayant conscience, puis en les utilisant en fait pour aider lorsqu'on peut, puis lorsque c'est demandé aussi. Ça a été quelque chose qui a été surprenant dans mon vécu, dans mes expériences. Moi, ce que je dirais, c'est un des défis, c'est aussi de toujours travailler puis d'être là comme personne, mais sans jugement. Puis c'est... tu sais, j'ai des gens qui vont me dire des fois, ben, tu sais, pourquoi est-ce que tu vas aider là-bas? Tu peux tellement aider de gens ici. Est-ce que, tu sais, pourquoi tu prends ces sous-là? Pourquoi est-ce que tu prends ce temps-là? Alors, ça, c'est une chose. Puis d'arriver là-bas, d'entendre les histoires, de voir... tu sais, c'est vraiment... Quand on s'en va dans un endroit qui a une autre culture que la nôtre, il faut aller avec une très grande ouverture. Puis il faut aussi de se dire qu'on va entendre des choses qui vont aller contre notre morale, contre nos valeurs, mais qu'on s'en va là-bas justement en ayant cette ouverture-là, puis de ne pas juger. Tu sais, je vais vous donner l'exemple de... Ben, tu sais, là-bas, en Inde, il y a tout le système de caste, malgré qu'ils disent que maintenant, dans l'Inde moderne, il n'y en a pas, mais dans les endroits comme nous, dans le milieu rural dans lequel on est, les castes, ça existe. De donner les filles en mariage, ça existe. La dot, ça existe. Puis nous, on voit ça comme toute la journée. Puis d'avoir des jeunes filles, comme elles n'ont pas été promises en mariage, ne pourront
les familles peuvent pas les nourrir et donc la famille va vouloir s'en débarrasser. Fait que c'est les mères souvent qui vont faire vivre des choses à leurs enfants pour essayer de les tuer. Mais ces enfants-là vont survivre. Et donc là, après ça, toi, tu es à l'hôpital, puis tu as l'enfant qui est devant toi, qui est brûlé, puis la dame qui est à côté, c'est la mère. C'est la mère qui a mis cet enfant-là dans cet état-là. Donc, ton premier réflexe, c'est de dire comme, ben, tu sais, en tout cas, on a différentes façons de réfléchir, là, mais ça fait que c'est difficile d'arriver à vouloir... on pourrait aider, mais en même temps, c'est comme, pourquoi est-ce qu'elle est là? Puis, fait que, tu sais, ça, c'est un exemple, mais il y a plusieurs choses comme ça qui viennent nous chercher. Fait que le défi de dire qu'on y va avec une ouverture sans juger leur façon de faire, sans juger leur manque d'éducation, sans juger leur culture, sans juger le fait qu'ils sont 1,4 milliard dans ce pays-là. Puis, alors, moi, c'est de toujours me rappeler que je ne suis pas là pour juger, malgré qu'on est toujours un peu dans le jugement, mais de me ramener à la base, de vouloir les aider. Moi, le défi, je pense que ce que je retiens surtout, c'est de dire mon intervention, je veux qu'elle dure, puis je veux que le partenariat, à un moment donné, quand il se finit, il y a des suites, qu'on ait établi les balises. Fait que c'est de trouver... C'est quand même agréable, on se sent utile quand on va là, donc il y a quelque chose de valorisant de se sentir utile, qu'on fait une différence, etc. Mais c'est de sortir du présent, puis de dire non, mais ce que je fais, c'est pour que ça soit durable, puis tu sais, je vais être là temporairement. Donc, c'est d'être capable d'investir dans l'équipe puis de trouver des stratégies pour justement parler de pérennité. Je reviens un peu à ça. Moi, mon défi, ce qui me reste en tête suite à cette expérience-là, les 2 expériences que je vous ai partagées, c'est de dire, oui, mais puis après, qu'est-ce qui va se passer? Les ergos des cohortes pour lesquelles on était présents, les 3-4 premières cohortes, ils graduent, mais après, qu'est-ce qui fait qu'on va comme garder le niveau de la pratique puis qu'on va les aider à créer des évidences pour justifier leur poste, puis parce qu'il y a beaucoup de roulement aussi dans le corps enseignant. Donc là, ce que j'ai investi là avec certaines personnes, bien, il y en a la moitié ou le 3/4 qui sont ailleurs. Donc, comment est-ce qu'on va renouveler ça? Moi, je reste avec un cas de conscience par rapport au fait que mon intervention était ponctuelle, puis je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner dans l'avenir. Donc, pour moi, c'est quand on est là d'en profiter pour essayer de proposer des solutions durables, donc peut-être de laisser plus de traces écrites, de ne pas juste être dans l'action maintenant, mais de dire, regardez, voici la démarche, résumez-la, partagez-la avec vos collègues, puis de les amener à écrire plus, parce que moi, là-bas, ça se passe beaucoup, beaucoup dans les mots, mais très peu par écrit. Il n'y a pas le réflexe d'écrire. Même les étudiants, ils prennent très peu de notes. Donc, de dire, oui, mais moi, je suis là temporairement. Avez-vous le goût de profiter de ça pour laisser des traces? Donc, il y a un peu ça. Mais il y a aussi le défi je sais pas, comme d'accepter, je sais pas quel mot, mais de dire qu'il y a un contexte social tellement différent qui fait que, par exemple, les personnes accidentées de la route ou du travail, ils n'ont pas l'assureur, par exemple, pour leur donner accès à l'ergothérapie. Puis, tu sais, ça pourrait être comme un peu frustrant de dire, ben là, voyons, puis là, tu arrives avec ton enseignement sur la réadaptation au travail, mais dans un contexte où les accidentés de la route ou du travail leurs soins ne sont pas couverts. Donc, pour moi, ça m'a vraiment challengée par rapport à la pertinence de mes enseignements, mais par rapport aussi à cette espèce de sentiment d'iniquité à travers le monde, puis se dire, il y a des gens qui vivent des choses encore pires, puis qui ont moins de filet social pour traverser ça. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi quand même quelque chose d'intéressant, c'est que la famille, la communauté est très, très impliquée. La communauté se mobilisait beaucoup. Fait que là, je me suis dit, peut-être que je pourrais miser là-dessus aussi quand j'enseigne sur les facteurs qui peuvent aider les gens à aller mieux, pas juste le système de santé tel qu'il est, mais d'aller chercher d'autres stratégies pour que les ergothérapeutes les voient, ces opportunités-là, puis n'attendent pas que les personnes soient suivies dans des cliniques spécialisées pour cette population-là. Donc, c'était comme d'accepter qu'il y a des différences sociales qui influencent ma façon de travailler puis d'enseigner l'ergothérapie, puis d'ajuster mon enseignement en conséquence de ça. Pour moi, c'était un défi, puis je n'étais pas prête à ça, puis je ne sais pas si je l'ai fait aussi bien que j'aurais voulu, parce que je m'en suis rendu compte en cours de route. Vous avez parlé plusieurs fois que c'est différent expliquer l'ergothérapie à l'international. Des fois, les gens ne savent pas c'est quoi. Des fois, les gens n'ont pas la même réalité que nous, justement, avec Julie, les exemples des accidentés de la route, des accidentés au travail, qui n'ont pas les ressources nécessairement pour aller en ergothérapie. Nous, ici, on pense à plein de milieux. Est-ce que, justement, vous avez une façon un peu différente d'expliquer l'ergothérapie? Est-ce que vous êtes plus dans le pratique, par exemple? Moi, je dirais que non.
Moi, je leur dis toujours, l'ergothérapie, c'est vraiment une profession qui aide les gens à vivre pleinement, malgré des maladies, malgré des accidents. Puis j'ai simplifié au maximum ma définition de l'ergothérapie pour que ce soit accessible à tous, à travers le monde, à travers les populations. C'est d'aider les gens à vivre pleinement malgré tout. Je le définis un peu comme ça, en agissant sur tout ce qu'on peut. On va agir sur la personne, sur son environnement, on va changer ses façons de faire. On va prendre les grands moyens d'une façon personnalisée pour que la personne profite de sa vie pleinement malgré tout. Donc, c'est le même discours que j'ai là-bas ou ici, mais ce n'est pas les mêmes priorités, puis il n'est pas de la même façon d'implanter la profession. Mais sinon, puis je le sais, à l'échelle internationale, la définition de l'ergothérapie varie à travers les pays. J'ai vu un document officiel qui témoigne de ça, mais c'est les mêmes éléments clés, mais qui peuvent être formulés autrement. Donc, pour moi, ça ne change pas grand-chose, je dirais. Mais peut-être qu'on n'a pas le même point de vue là-dessus. Je suis Julie. J'utilise les mêmes mots, puis j'utilise les mêmes mots qui sont très simples. Et qui sont simples pour moi aussi pour expliquer, fait que je n'ai pas de différence à expliquer l'ergothérapie. Puis il faut savoir aussi que l'ergothérapie est très reconnue dans plusieurs pays d'Afrique, en Afrique du Sud, en Namibie, en Zimbabwe, pour n'en nommer que ceux-là. Quand j'ai pratiqué en Namibie, je suis passée par... je pense que c'était l'ordre, j'ai dû faire un examen. Il ne faut pas croire que l'ergothérapie est quand même très répandue. Puis à ce moment-là, j'y vais. Je ne vais pas redéfinir la définition qu'eux ont donnée, mais c'était très similaire. Ouais. Ben, moi, c'est un peu la même chose. C'est garder ça simple. C'est sûr que je ne peux pas dire c'est comme de la physio, mais en mieux, parce qu'ils ne savent pas c'est quoi la physio. mais moi, c'est beaucoup dans l'action. C'est à cause de la barrière linguistique, justement. C'est beaucoup, beaucoup dans l'action. Il m'amène un problème, puis il m'amène une difficulté, puis là, je leur amène plein d'idées. Là. Fait que c'est beaucoup dans l'action. Sinon, c'est garder ça le plus simple possible. Puis, vous l'avez un peu mentionné à travers un peu les autres réponses que vous nous avez données, mais comment est-ce que votre pratique à l'international est venue influencer votre pratique ou votre enseignement ici, concrètement? Comment vous voyez ça? Moi, ça m'a permis d'oser plus. Parce que quand on est avec un minimum de moyens puis qu'on a une grande commande, on se débrouille. Ça revient à ce que tu disais, Virginie. Puis c'est d'oser, de ne pas attendre les conditions parfaites, un peu comme je disais tantôt. Moi, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a donné de la confiance en moi, mais de la confiance au fait de travailler en équipe, puis de ne pas avoir la perfection du premier coup. Puis en fait, là-bas, mon défi, c'était d'activer l'équipe d'enseignants, de les mettre au défi, les étudiants aussi. Puis finalement, je pense que ça a teinté un petit peu ma façon de faire en revenant. Puis aussi, mon exigence en termes de productivité quand on travaille en équipe, les séances de travail, je me suis dit, on est capable d'agir, puis de faire des grandes choses en peu de temps. Fait que je pense qu'on peut activer un petit peu plus là, quand on a du temps ici, puis on a beaucoup de moyens. Ça m'a rendu un petit peu plus exigeante, je dirais, par rapport au niveau de productivité. Bien, la créativité, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, moi, j'ai la chance de travailler dans un milieu où si j'ai besoin de quoi que ce soit, on fait une commande, puis quelques jours après, je vais l'avoir, puis ça va être disponible. Puis là-bas, c'est définitivement pas ça. Mais je reste quand même avec l'idée que j'ai besoin de quelque chose maintenant. Et donc, j'ouvre les yeux, je regarde un peu partout, puis je regarde qu'est-ce que je peux utiliser pour... Fait que, tu sais, la créativité, comme tu l'avais mentionné tantôt, définitivement qu'elle est exploitée à son maximum. J'ai écrit sur mon bout de papier ici, c'est fou ce qu'on peut faire avec un petit bout de velcro. Là. Ici, on a tendance à le jeter. Fait que, je pense que ça m'a conscientisé encore plus à éviter le gaspillage. Mes collègues en thérapie de la main, chaque année, j'envoie on a un regroupement là, sur une plateforme, puis je leur dis, si vous avez des retards, des ci, des ça. Puis là, c'est rendu que l'anesthésiste, ma collègue anesthésiste à Sainte-Justine, elle est allée voir les équipes d'ergo là-bas qui ramassent des choses pour nous. Il y a les infirmières de la salle d'opération qui ramassent des bouts de ruban qu'en orthopédie, ils servent, mais que ça, en théorie, ça ne sert plus à rien. Fait que, on étend un peu nos tentacules, puis on repart. Avant, je partais avec un sac à dos de choses que j'allais leur laisser. Maintenant, j'ai 2 valises. Donc, puis,
pour ceux qui ont fait le cours d'orthèse à l'Université de Montréal, il y a du matériel maintenant qu'on utilise, qui est le Woodcast pour ne pas le nommer. Ben, tu vois, c'est quelque chose que j'avais vu en Inde parce que c'était un autre thérapeute qui avait amené ça. Puis là, j'ai contacté la compagnie quand je suis arrivée ici. Puis maintenant, on l'enseigne à l'Université de Montréal. Là. Fait que, tu sais, des fois, je ne m'attendais pas à apprendre quelque chose comme ça. Puis ici, c'est venu influencer la pratique. Puis j'espère que quand on vous l'enseigne, qu'on vous dit qu'on voudrait que vous utilisiez plus ces genres de matériaux-là qui sont plus environmentally friendly. Là. Fait que c'est ça. Fait que, il y a des choses comme ça qui ont pu influencer ce que je fais ici maintenant. Là. Je ne vais pas réinventer les réponses. Là, c'est sûr que la débrouillardise, l'innovation, la créativité, c'est sûr que ça m'a amené énormément de cette, on dirait, cette compétence ou cette énergie-là dans ma pratique en ergothérapie. Puis peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est aussi de réaliser que on parle souvent mes valeurs, les valeurs des autres, etc. Mais en fait, très souvent, on a tous les mêmes valeurs, tous et toutes les mêmes valeurs. C'est comment on les exprime qui vont être différentes. Et ça, c'est beaucoup avec le non-jugement, parce qu'en fait, on a énormément de points communs. Et c'est la manière dont on les exprime, dont on communique, qui va être la nuance. Et donc ça a permis aussi d'être un peu plus facile pour moi d'être en position de non-jugement, de curiosité. Et je vais le dire, d'humilité sans être fausse modestie, mais d'être vraiment un peu plus à l'écoute. Je trouve que l'expression des valeurs est quelque chose que je retiens beaucoup de toutes mes expériences et même de celles dans les communautés CRI de la baie James, dans le Nord. Ouais. J'ai le goût d'ajouter à ça le fait de voir un quotidien différent. Parce qu'on a un rôle dans une société à un moment donné, qui peut être juste une parenthèse, mais on a accès à un style de vie, un quotidien, on en fait partie. Donc, pour moi, c'est différent qu'un voyage. C'est vraiment une occasion de vivre avec. Tu sais, Nathalie a incité aussi par rapport à mais c'est aussi de voir le quotidien, le rythme, la longueur des journées, la notion du temps qui passe qui est différente. À travers une expérience comme ça, on est dans un style de vie quotidien. On voit les autres qui sont dans leur quotidien, comment ils se déplacent pour aller travailler. Moi, quand j'allais enseigner dans un hôpital, près d'un hôpital, l'école qui était située à côté d'un hôpital, à Tunis, bien, il y avait tout un défi pour me rendre là, la façon qu'on prend nos pauses, qu'est-ce qu'on fait pour dîner. Il y a comme un quotidien qu'on découvre. Pour moi, ça, en soi, c'est une expérience fascinante qui est jumelée à celle de notre rôle comme plus officiel, qu'on vit à travers ça. Donc, ça, pour moi, c'est très satisfaisant aussi. Là. Ouais. Puis ça me donne une espèce de regard sur des pays dont on entend parler à travers les médias. Mais moi, j'ai vu une facette plus quotidienne. Alors, on dirait que j'aime encore plus la vie avec un grand V à travers ça. J'ai confiance un peu plus à l'être humain quand je vis des situations comme celle-là, au lieu de me laisser impressionner par des choses qui, finalement, sont réelles, mais ne donnent pas accès à un quotidien, finalement, aussi précis que ça. Puis, finalement, des êtres humains qui vivent des émotions semblables. Puis, j'aime tellement l'idée qu'ils ont des valeurs similaires, tu sais. Ça m'amène un autre son de cloche par rapport à ce que c'est l'étranger, là, tu sais, qui n'est pas si étranger que ça. L'expérience humaine, c'est ailleurs, je trouve. J'ai l'impression, c'est ce que j'ai vécu au Sénégal et au Congo, on s'aime. Il y a beaucoup d'amour dans les relations avec les gens avec qui on est. C'est beaucoup, puis les personnes, dans mon cas, savaient que c'était temporaire. Donc, c'est comme si c'était l'intensité des relations, de comment on peut profiter l'un de l'autre, comment on peut... Ah, je veux te montrer ça, je veux te montrer cette partie de ma culture, puis comment... regarde, quand ils ont compris c'était quoi l'ergo, quand j'avais bien expliqué les choses, regarde dans mon environnement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour adapter les choses, fait que tout est intensifié, il y a beaucoup, on parle d'émotions, hein, quand on revient au pays, j'allais dire, quand on revient au Canada, comment c'était ton expérience? Je peux pas te le dire qu'avec un seul mot, Non, puis presque, c'est très... Même on n'a pas vraiment des fois envie de le raconter parce que c'est tellement difficile de le partager, mais l'expérience humaine est extrêmement riche, incroyable. Ben, tu sais, nous, quand on revient,
on fait un post-mission, mais on essaie de le faire parce que l'Inde, c'est quand même assez loin, là. Alors, on essaie de le faire en Inde pour quelques jours. Puis pendant ce post-mission-là, ça nous permet de décanter un peu tout le monde ensemble. Puis moi, j'en ai absolument besoin. Puis tout le monde de l'équipe aussi, on finit tous par dire la même chose. Puis on a besoin de ces moments-là pour faire des post-mortem, dire comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, mais aussi on a besoin comme de se déposer les uns avec les autres parce qu'on a vécu les mêmes choses. Fait qu'on est, tu sais, des fois, on va juste mentionner un tel, puis personne n'a besoin de rien dire, puis on sait tous qu'on a vécu une situation difficile en équipe avec cette personne-là, puis ah oui, un tel, puis là, oups, ça nous fait tous du bien parce qu'on sent qu'on est supporté à travers tout ça. Je trouve qu'une des difficultés que moi, je vis, puis je ne sais pas, vous autres avec votre expérience, mais comme ça fait plusieurs fois que j'y vais, bien, on dirait que les gens, de fois en fois, puis c'est correct, là, mais ils veulent moins en entendre parler ou ils sont moins ouverts. Ah, OK, t'es retourné en Inde. Fait que, tu sais, t'as fait de quoi de différent? Ou, puis là, moi, à tous les jours, j'ai vécu des choses qui vont me marquer à jamais. Mais les gens de mon entourage, c'est comme, ah oui, OK, t'es retourné au même endroit. Fait que, oui, je suis retourné au même endroit. Puis, OK, fait que pour eux, ils n'ont déjà entendu parler. Fait que j'ai comme plus rien d'autre à leur annoncer, mais tandis que moi, après un certain temps, j'ai effectivement besoin d'en parler. J'ai les mêmes photos peut-être que les années d'avant, mais cette année, la lumière n'était pas pareille, puis la lumière était comme ça parce que là, il y a eu des feux d'artifice. Puis ça, moi, c'est une difficulté à chaque fois que je reviens, c'est de prendre un temps où on a absolument besoin de décanter ça en équipe. J'ai besoin de le décanter par moi-même, puis après ça, là, je vais être ouverte, puis j'aurai besoin d'en parler. J'ai envie de rebondir sur votre grand sourire, là. Il n'y a personne qui le voit derrière les micros, mais tout le monde est avec un grand sourire. C'est quoi le plus le fun à faire en l'ergothérapie en international, que ce soit au niveau de l'enseignement, de la pratique clinique, des rencontres? Allez-y, lâchez-vous lousse. Continuez de sourire. J'en ai plein, moi, des moments, ce qui est super bien en ergo... de finir avec une pièce de théâtre sur qu'est-ce qu'on a appris avec Virginie et les collègues, parce que j'étais pas au centre évidemment, mais avec l'équipe, donc les jeunes qui font une pièce de théâtre ou qui nous disent un poème sur... et moi, avec mes lunettes d'ergo, il y avait tout l'équilibre occupationnel, l'entraide entre les amis, etc. Fait que ça, c'est beau. Toutes les expériences que j'ai eues avec les mamans au Sénégal, puis leurs bébés, ils arrivaient au premier jour, puis ils ne comprenaient pas pourquoi mon bébé, il se développe pas normalement, etc. Puis à la fin, parce que je leur ai montré avec différentes activités sensorielles comment bébé il pouvait interagir, comment il pouvait interagir avec maman, puis comment je pouvais apprendre à maman, puis échanger avec maman, comment elle pouvait mieux interagir avec son bébé. Tout ça, là, c'est des moments qui restent gravés. Et puis, je ne sais pas pourquoi encore plus fort dans mon cœur que si j'étais au Canada ou à Montréal. Ça, voilà. Mais c'est sûr qu'il y a des belles soirées après une grande journée de travail. C'est fort agréable, là, où on découvre le nightlife de Beyrouth. C'est quand même cool. Mais je dirais aussi de voir, par exemple, une étudiante qui était de la première cohorte, qui est rendue en train de faire sa maîtrise de recherche à l'Université de Montréal, puis avec qui je collabore pour écrire un article sur le processus qu'on a vécu de différents points de vue. Pour moi, je suis très émue d'y penser. Puis quand j'ai des nouvelles d'une enseignante avec qui j'ai collaboré, puis qui est encore là, contrairement à une majorité là, qui sont allés ailleurs dans leur vie, mais qui enseignent encore, puis qui me posent des questions précises, puis avec qui je suis des fois pas d'accord, puis on continue à travailler ensemble, puis là, finalement, on arrive à se comprendre, puis à arriver finalement à des nouvelles idées, puis on ne voyait pas les choses de la même façon. Il y a une espèce de complicité puis de confiance. Puis j'ai des nouvelles régulièrement à travers ça. Pour moi, c'est très, très satisfaisant. Puis le jour où cet article-là sera écrit puis qui va témoigner du processus, du point de vue de tous les acteurs, pour moi, ça sera le summum, là. Puis j'aurais juste envie de recommencer puis de faire la suite. Je t'amène en Inde l'année prochaine. Moi aussi. Viens. Moi, c'est quand on revoit les gens. Nous, quand on prépare
notre prochaine mission, quelques semaines avant notre arrivée, ils vont un peu publier qu'on va être là de tel jour, de telle date à telle date, puis ils vont publier ça jusqu'à... en tout cas, dans les journaux locaux, mais les journaux locaux, c'est jusqu'à Mumbai. Puis Mumbai, c'est 8 heures de voiture de où on est, là. Fait que le territoire est très grand. Et donc, on a des gens qu'on a opérés dans les années passées, des gens qu'on a traités. Puis il y en a des fois qui vont juste reprendre le bus, puis ils vont venir nous voir juste pour montrer les changements, puis voir où ils sont rendus. Puis là, ils viennent nous montrer les photos de leurs enfants ou de leur travail. Puis, c'est des gens qui ne travaillaient pas. L'Inde, il y a beaucoup de gens, dès qu'on a quelque chose qui est différent, donc des doigts en trop, des doigts palmés, des orteils palmés, eux, ils vont, l'alliance, ils vont la porter dans le deuxième orteil, là, dans la région où nous, on est. Donc, ils vont mettre l'alliance dans les deuxièmes orteils des 2 pieds. Puis quand les gens ont les doigts de pied palmés, bien, ils ne sont pas capables de glisser l'alliance. Et donc, c'est suffisant pour que les filles ne soient pas données en mariage. Mais tu sais, ça, c'est une intervention qui prend quelques minutes, puis c'est à peu près rien, puis c'est facile. Donc, nous, quand on fait ce type d'intervention-là, puis que là, après ça, on fait les traitements qui s'en suivent, puis que là, ils nous reviennent l'année d'après, puis que là, ils nous montrent leurs pieds parce qu'ils ont une alliance dans chaque orteil, c'est comme wow, c'est notre plus beau cadeau quand on revoit les gens, puis surtout ceux qui ont eu des interventions majeures ou puis que là, ils nous montrent, puis c'est pas juste de venir nous voir, mais ils nous regardent dans les yeux quand on leur parle. Parce que souvent, ils ont le regard baissé par gêne ou... puis il y a aussi l'espèce de hiérarchie. Puis là, ils nous regardent droit dans les yeux, ils sont fiers, ils ont une posture qui est droite, puis ils ont un beau sourire. Je reviens l'année prochaine, là. Puis, est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose que vous auriez aimé savoir avant d'aller travailler à l'international ou en mission? J'ai envie de dire que non. Parce que en fait, la question sonne un peu comme est-ce qu'on a un regret ou quoi, mais on doit découvrir soi-même. C'est sûr qu'avant de partir, il faut se renseigner, au moins sur quelques codes culturels, sur la religion, sur peu importe qu'est-ce qui est important, tout ce qui est la langue, c'est quoi, comment peut-être est vue la santé, est-ce que l'ergothérapie c'est connu, bref, le logement, la nourriture, tous les trucs de base. Mais après, sur comment vivre les choses ou comment, justement, l'expérience que j'ai racontée tout à l'heure, comment les gens m'ont perçu ou comment, peu importe, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de l'expérimenter pour la première fois et de se rendre compte de ça. C'est ça qui te fait que tu t'en souviens et que tu peux t'ajuster, tu peux apprendre. Fait que ouais, ça serait ça ma réponse par rapport à ça. Ouais, moi aussi, je dirais qu'il n'y a rien. Il n'y a rien que j'aurais voulu savoir avant d'aller travailler à l'international. Je pense que on a besoin d'une certaine naïveté. On veut savoir ce que tu mentionnais, tu sais, oui, au niveau de la sécurité, puis on a besoin, tu sais, je pense, il y a différentes façons de travailler à l'international. On peut y aller avec une organisation, on peut se joindre à une organisation déjà existante, on peut aller travailler pour une entreprise là-bas. Mais à partir du moment où tu pars avec une équipe où tu sais où tu vas habiter un peu, comme tu disais, ça c'est indéniable, puis qu'on a besoin de savoir qu'on va être dans un milieu qui va être sécuritaire, puis qu'on va être bien encadré, puis on va avoir des traducteurs. Mais après ça, au niveau de notre travail, où on a besoin d'un peu de cette naïveté-là, c'est ça qui va nous pousser à essayer d'en faire plus, puis essayer de maximiser le plus possible. Il faut... Tu sais, c'est des grosses journées, là. En tout cas, moi, on travaille, comme on est là pour une courte période de temps, on travaille de 8 heures le matin à 8 heures le soir. Après ça, on fait un peu la fête avec les autres membres de l'équipe, puis là, on partage des repas, puis nous, en Inde, on a toujours ce qu'on appelle le Indian Time, là. Il y a le Canadian Time, puis là, c'est dire que, mettons, on va être là à 8 heures, il y a Indian Time, ils disent qu'ils vont être là à 8 heures, mais c'est rarement l'heure qu'ils vont nous indiquer. Fait tu sais, il faut s'ajuster à ça. Les soirées, souvent, ça va se terminer tard. Fait qu'on dort peu, on travaille beaucoup, mais on veut... ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut garder un peu cette naïveté-là pour que ça soit stimulant aussi, puis vouloir faire en sorte qu'on puisse en faire le plus possible. Oui, moi, j'entends la question de la même façon, d'en dire qu'est-ce que vous auriez voulu savoir pour que ça se passe mieux.
c'est pas dans le savoir, une fois qu'on a réglé le pratico-pratique. Pour moi, c'est dans l'être. Donc, c'est être curieux, être relativement expert de notre profession, être ergothérapeute pour vrai, là, pas juste savoir ce que c'est l'ergothérapie. Être curieux, être humble, être souple, être créatif, c'est plus l'être. Donc, je pense qu'il y a un moment dans nos vies où chacun, puis c'est pas nécessairement le même moment pour tout le monde, où on sent qu'on est prêt à ça, puis advienne que pourra, tu sais. Fait que c'est plus ça, moi, je trouve, le prérequis. Puis ça peut arriver quand même tôt, à partir du moment où on a un minimum de repères, puis ça nous... Je dirais que ça nous tient longtemps. Oui. Puis on continue, tu sais, quand on est là-bas, je ne sais pas vous autres, mais tu sais, moi, je faisais des contacts avec les gens ici. Il y a des clientèles que je n'avais pas l'habitude de traiter, mais que je voulais quand même, je savais qu'en tant qu'ergothérapeute, je pouvais leur apporter quelque chose. Bien, tu sais, j'envoyais des messages. Maintenant, c'est tellement facile de communiquer. Tu sais, le monde est toujours à la portée au bout de nos doigts, là. Puis, fait que, tu sais, je communiquais avec les différentes... Fait que c'est important d'avoir des ressources ici dans notre milieu de travail, puis de les utiliser, puis de ne pas être gênés. Puis les gens sont contents de nous aider. Puis après ça, ben c'est pour le mieux des gens qui sont là-bas. Là. Puis le temps passe très vite. Donc, peut-être pour ce mot de la fin, je vous le laisserai. Qu'est-ce que vous diriez peut-être soit à des étudiants ou même des ergothérapeutes qui se demandent, qui aimeraient aller travailler à l'international ou faire des missions humanitaires? Se connaître, y aller, pourquoi l'intention d'y aller, puis être clair sur ça, sur pourquoi on y va, et bien se connaître, hein, de rester, cette curiosité-là, il faut qu'elle soit vraie, il faut qu'elle soit sincère, ce non-jugement-là, il faut qu'il soit sincère. Je pointe le cœur, là. Donc, c'est pas juste de dire « je juge pas », mais c'est vraiment de le ressentir. Puis aussi, Julie a parlé on est prêt à différents moments de notre vie. Moi, j'étais étudiante quand je suis partie au Sénégal. Puis j'ai pratiqué 6 mois après ma graduation, c'est quand je suis partie au Congo. J'ai rejoint mon mari qui travaillait pour Médecins sans frontières, mais moi, j'ai travaillé pour une organisation non gouvernementale locale. Fait que moi, je me sentais prête. Mais ça dépend. Fait que ne pas bien s'écouter aussi, c'est important. Mais y aller aussi une fois qu'on se connaît bien, y aller aussi suivre ce qu'on a envie de faire. Puis ne pas... on peut avoir beaucoup de préjugés sur les pays à travers les médias, à travers même un manque de connaissances. Ne pas avoir peur de ça, ou ne pas être bloqué par la peur parce que c'est loin, parce que j'en sais rien, parce qu'on ne connaît pas. Mais justement, voir ça comme quelque chose de cool. Je vais découvrir quelque chose. Je vais découvrir quelque chose qui est inconnu pour moi. Avoir confiance quand même en soi, en la vie. C'est sûr qu'on n'y va pas comme ça, mais c'est quand même, si c'est quelque chose qui vous parle. Moi, c'était toujours ça. J'ai toujours voulu aller là où il n'y avait pas d'ergo. On va savoir pourquoi. Ça fait partie de moi. Mais après, de savoir vraiment pourquoi, se connaître soi-même sur pourquoi aller là-bas, puis qu'est-ce que j'attendais, etc. Ça, c'est un autre exercice qui est fondamental. Je dirais de bien se préparer mentalement, physiquement, d'avoir des occasions de parler avant, pendant, après, pour prendre du recul. Se garder des moments pour soi aussi, où on mijote tout ça doucement. Rien forcé, je pense. Ni pour trouver le bon moment, mais ni pendant que ça se passe. Puis, tu sais, d'avoir, je pense, de se laisser un peu porter. Là, une fois qu'on est bien préparé, je pense qu'on peut faire confiance, laisser porter, puis d'être à l'affût des opportunités, de ce qu'on réalise, d'être ouvert, là, tu sais, pendant que ça se passe. Selon moi, c'est comme ça qu'on profite de l'expérience, puis c'est peut-être comme ça qu'on est plus utile aussi, là. Ben oui, moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Puis ce qui a été mentionné aussi tantôt, c'est d'avoir, d'être bien ancré, d'être solide dans notre identité ergothérapique, puis notre identité aussi personnelle, là, évidemment. Mais c'est ça, je suis entièrement d'accord. Puis je partage la même idée là, que mes collègues. Ben, merci beaucoup, mesdames, pour votre partage, votre expérience. C'était hyper intéressant. Donc, c'est ce qui me fait un peu à la séance d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Ben, ça nous a fait plaisir. Puis n'hésitez pas, hein, des étudiants qui sont intéressés à vouloir faire des expériences à l'étranger. Là, ici, il y a 3 personnes qui vous ont parlé, mais on est disponible si jamais il y en a qui ont des questions. Mais il y a nous, mais il y en a d'autres aussi. Puis
n'hésitez jamais à aller vers les gens qui ont ce genre d'expérience-là à l'extérieur. Je pense que c'est enrichissant. Nous, on veut en parler, puis on est content de partager notre expérience, mais on est aussi, je suis certaine que ça pourrait être bénéfique là, pour ceux qui veulent aller voyager à l'extérieur. Avec grand plaisir. Toujours. Un grand merci. Plaisir, merci à vous. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut notre épisode sur l'ergothérapie à l'international. C'était le dernier épisode de la saison. Nous serons de retour l'automne prochain afin de vous faire découvrir d'autres volets, tous plus intéressants les uns que les autres, sur l'ergothérapie.